Et salut à tous, c'est Taski, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, pas de bilan, mais on va partir sur la première vidéo d'une série que je vais faire, que je vais renommer quelque chose comme Découvrir mon armoire à lire, où en gros je vais vous présenter, hop là, tous les livres qu'il y a dans cette armoire qui représentent un peu les lectures que je veux faire et mes plans pour les prochaines années. Et on va commencer, non pas par un top des séries que je veux lire ou des livres que j'ai envie de lire, mais par un défi que j'avais envie de me faire, parce que je voulais lire plus de classiques, en fait, plus de grands noms de la fantasy et de la SF, et du coup, j'ai décidé de me faire un petit défi et de lire les gagnants, des awards les plus importants de la fantasy et de la science-fiction, qui sont du coup le Nebula Awards, le Hugo, le Locus et le World Fantasy Award. Donc Hugo, Nebula, principalement de la SF, même si techniquement le Hugo c'est aussi de la fantasy et surtout de la SF. Locus, beaucoup de SF, mais à partir d'une certaine époque, ça s'est varié sur fantasy et SF, avec un prix chacun, et World Fantasy qui est pour la fantasy. Va y avoir beaucoup de livres parce que même si certains gagnent souvent beaucoup de awards en commun, le Locus a tendance à vouloir faire les choses différemment et à pas nommer les mêmes livres que le Nebula et les Hugo. Donc le but de mon défi, ça va être d'en lire au moins un par mois, plus si possible. Et vu que certains de ces livres font partie d'une série, lire au moins le tome 1 d'une série si jamais c'est un tome plus loin qui a gagné un award. Et si jamais la série me plaît, alors à ce moment-là, je continuerai de lire jusqu'au tome en question. Donc je vais déjà commencer par ceux que j'ai déjà lus, parce que j'en ai quand même lu quelques-uns, même s'il n'y en a pas des masses. Je vais passer assez vite dessus pour pas trop en parler, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais c'est entre autres Starship Troopers qui s'appelle Étoile garde à vous aussi en français, par Robert Heinlein, qui a gagné le prix Hugo en 59. Je tourne souvent la tête parce que j'ai mes petites notes pour me rappeler des dates, tout ça. Ensuite, Dune par Frank Herbert, le fameux, qui avait gagné en 66 le Nebula et le Hugo. Lord of Light par Roger Zelazny, qui avait gagné le Hugo en 68. Ringworld, donc l'Anneau Monde en français, qui avait gagné le Nebula, le Hugo et le Locus en 71. Rendez-vous avec Rama de Arthur C. Clarke, qui avait gagné pareil le Nebula, le Hugo et le Locus en 74. Ensuite, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et Harry Potter et la coupe de feu, qui avaient respectivement gagné le Locus Fantasy de 2000 et le Hugo de 2001. Et pour finir, Red Shirts de John Scalzi, qui a gagné le Hugo et le Locus Science-Fiction de 2013. Donc ça, c'est pour du coup les romans que j'avais lus. Jusque-là, je comprends pourquoi ils ont gagné les Hugo, pas trop de déception, à part Dune, qui n'est pas forcément dans mes favoris de tous les temps, contrairement à beaucoup de gens. Les autres étaient globalement de très bonnes lectures. Et donc on va commencer sans plus tarder par ma pile à lire, des bouquins que j'ai déjà en tout cas. Là je vais présenter ceux que je possède, et ensuite je présenterai quelques-uns que je n'ai pas mais qui me hype. Mais je vais pas faire toute la liste parce que sinon on en a pour trop longtemps. Donc on va commencer cette liste avec là, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Donc on commence très fort avec un grand classique de la SF et de la dystopie, que je n'ai pas lu et qui du coup je voulais lire, donc tant mieux. La plupart des livres ici de toute façon sont des livres que je voulais lire, a priori je n'achète pas des livres que je n'ai pas envie de lire. Qui a gagné du coup le Rétro Hugo de 1954, parce qu'il n'y avait pas encore les Hugo je crois à cette époque, donc il a eu un Rétro Hugo. Fahrenheit 451, de quoi ça parle? 451 degrés Fahrenheit représente la température à laquelle s'enflamme et se consume un livre. Dans cette société future où la lecture, source de questionnement et de réflexion, est considérée comme un acte antisocial, un corps spécial de pompiers est chargé de brûler tous les livres dont la détention est interdite pour le bien collectif. Le pompier Montag se met pourtant à rêver d'un monde différent qui ne bannirait pas la littérature et l'imaginaire au profit d'un bonheur immédiatement consommable. Il devient dès lors un dangereux criminel, impitoyablement pourchassé par une société qui désavoue son passé. Donc voilà, un pitch que beaucoup de gens connaissent, mais que du coup j'ai hâte de lire. En plus le roman est pas très long. Pour les bouquins, la plupart je vais faire ça, je vais essayer de lire
La quatrième de couverture, parce qu'il y en a plein dont je ne connais pas le plot, ou je ne connais pas assez pour pouvoir faire un résumé de moi-même, parce que bah, je les ai pas lus. Du coup, j'espère que ça ira. Et on va enchaîner ensuite avec Le Vagabond de Fritz Leiber, qui a gagné le Hugo de 1965. Donc on fait un petit bond de 11 ans dans le futur. J'ai acheté ce livre il n'y a pas longtemps, au hasard, comme ça, dans une bouquinerie. Et bah, c'est un gagnant des Hugo apparemment. Fritz Leiber qui est plus connu pour être un des grands pontes de la Sword and Sorcery, avec Fafner and the Grey Mouser. J'ai aucune idée de comment ça se prononce en français, quelle est la traduction. Mais du coup là c'est Le Vagabond qui avait gagné ce Hugo. Le synopsis: les étoiles bougèrent dans le ciel et le vagabond surgit du vide interstellaire. C'était une planète entière qui menaçait la Terre. Elle dévora la Lune, on la prit d'abord pour un astre errant, puis on découvrit qu'elle était habitée, pilotée et servait de refuge à un peuple fugitif. Mais sur Terre, le vagabond avait déclenché l'apocalypse, des tremblements de terre, des raz-de-marée de plus de 500 mètres de hauteur, la panique. Sans le vouloir, sans le savoir, le vagabond avait ébranlé les fourmilières humaines. Donc voilà, ça a l'air assez intéressant. Je lis pas l'entièreté de la couverture de la quatrième, parce que généralement quand c'est trop long, ça commence peut-être un peu à spoil, donc je lis juste le début. Mais c'est assez intéressant, hein, cette histoire de du coup ce gros astre qui apparaît dans notre système solaire et qui fout un peu le bazar et dérègle la météo et la planète. Je pense que ça doit être une histoire du coup de first contact, de voir comment cette société se confronte à la société humaine, quelque chose que j'aime beaucoup, dont je parlerai plus dans une autre vidéo que je prépare, mais généralement les livres de first contact et de relations entre l'humain et l'autre et l'altérité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos aussi, mais voilà, du coup j'ai hâte de lire ça. Ensuite, je vais essayer d'enchaîner parce que j'ai beaucoup de livres et j'ai pas envie que la vidéo dure 40 minutes. Donc, on passe à alors un livre que je n'ai pas sur moi, j'ai pris un mais je ne l'ai pas, il est ailleurs, c'est Des fleurs pour Algernon, qui avait gagné le Nebula en 1967. Donc Des fleurs pour Algernon, je n'ai pas le synopsis sous mes yeux, mais du coup je sais que c'est une histoire qui traite du coup d'un homme qui a un QI inférieur à la moyenne et qui, après qu'un test ait été réalisé de façon avec succès sur une souris, est ensuite réalisé sur lui pour augmenter son QI, et au bout d'un moment on se rend compte que la souris, je sais pas si c'est qu'il repart en arrière ou qu'elle meurt ou quelque chose comme ça, mais du coup qu'est-ce qui va arriver à cet homme? C'est comme ça, en tout cas, dont j'ai entendu parler de ce livre. Apparemment, quelque chose de très touchant, très qui t'arrache le cœur, qui est assez profond. Donc, j'en sais pas beaucoup plus, mais je vais bientôt le lire, hein. C'est dans un défi lecture que je fais avec ma famille. C'est le dernier du coup de ce défi que je dois lire. Mais d'abord, il faut que les autres membres de ma famille le lisent avant, donc je dois attendre. Mais du coup, Des fleurs pour Algernon, je l'aurai bientôt. En tout cas, je l'ai en physique. Ensuite, à égalité avec Des fleurs pour Algernon cette année-là, et c'est la seule égalité que j'ai vue, ou non, il y en a une deuxième, je crois, qui a aussi du coup gagné le Nebula en 1967, c'est Babel 17 de Roger Delaney, si je dis pas de bêtises. Donc, comme j'ai pas le livre sur moi et que j'ai aucune idée de quoi il parle, je vais aller chercher un petit résumé sur internet. L'humanité s'est répandue dans l'espace et elle bute sur un ennemi implacable qui paralyse ses défenses par un code. Une poétesse de renom sera invitée à tenter de déchiffrer ce code qui paralyse les moyens militaires de l'humanité et qui est peut-être aussi une menace plus intimement existentielle. Ça en dit pas grand chose, mais j'ai beaucoup entendu parler de Babel 17, donc à voir ce que ça donne. Et ce serait intéressant d'ailleurs de le comparer à un autre roman qui s'appelle Babel, qui viendra beaucoup plus tard, mais qui j'imagine traite du même sujet, c'est-à-dire la puissance des mots et de la langue et du langage, j'imagine. En tout cas, c'est ce que je pense. Ensuite, on part sur le gagnant du Hugo 69, Tous à Zanzibar de John Brunner. J'ai pas énormément entendu parler de ce livre, mais les rares personnes que je suis qui ont lu ce livre l'ont beaucoup aimé. Je sais qu'il fait partie d'une tétralogie qui se suit pas vraiment, mais une tétralogie de romans de John Brunner qui mettent tous en scène un apocalypse plus ou moins différent, religieux, économique, écologique, tout ça. Et je crois que celui-là, c'est une apocalypse un peu plus on va dire politique et humaine. Je vais lire la quatrième de couverture pour que ce soit peut-être un peu plus clair.
Dans un avenir proche, les gens dorment légalement dans les rues. Le terrorisme est un sport et les émeutes urbaines un spectacle. Un monde surpeuplé, démentiel, voisin, un monde où l'on s'interroge sur la conscience de Shalmaneser, l'oracle électronique, et où un sociologue brillant, Chad Mulligan, prêche dans le désert. Avec ce livre, John Brunner a battu sur leur propre terrain les meilleurs spécialistes de la futurologie. Donc ouais, ça a l'air d'être quelque chose de très social, un peu de religion aussi. Même si je crois que celui qui se focus le plus sur la religion, c'en est un autre. Mais j'ai très hâte de lire, apparemment, c'est quelque chose de très poignant, de très, très bien écrit, très, très profond. Donc, John Brunner, Stand on Zanzibar, pardon, ça c'est le nom en anglais, Tous à Zanzibar. Hâte de découvrir ça. Ensuite, après, on va partir sur un autre classique d'une autrice que j'ai déjà lu et que du coup je voulais plus lire, donc ça tombe bien. Ursula Le Guin, La main gauche de la nuit. J'avais déjà lu du coup Le Monde de Rocanon, son tout premier livre, et j'avais hâte d'en découvrir plus. Ursula Le Guin a une énorme classique, La main gauche de la nuit, d'autres romans qui vont arriver là, je pense. Le résumé. Sur Géten, la planète glacée que les premiers hommes ont baptisée hiver, il n'y a ni hommes ni femmes, mais seulement des êtres humains. Des androgynes qui, dans certaines circonstances, adoptent les caractères de l'un ou l'autre sexe. Les sociétés nombreuses qui se partagent Géten portent toute la marque de cette indifférenciation sexuelle. L'envoyé venu de la Terre qui passe pour un monstre aux yeux des Géténiens parviendra-t-il à leur faire entendre le message de l'écumène? Ce splendide roman a obtenu le prix Hugo et a consacré Ursula Le Guin comme un des plus grands talents de la science-fiction. Donc effectivement, la quatrième de couverture en parle directement, mais ce dont j'ai entendu parler de ce livre, principalement, c'est pour cette représentation de cette espèce de non-binarité, pas encore vraiment de la transsexualité, mais quelque chose qui s'en rapproche en tout cas et qui est très engagé de ce côté-là. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ça. Ensuite, après La main gauche de la nuit, un gros bouquin qui... alors c'est... Hop là. Le bouquin que j'ai, c'est pas une anthologie, un intégral, une intégrale des œuvres de cet auteur. Et c'est, hop là, Les mondes du fleuve par Philippe Rosset-Farmer. Et plus particulièrement, du coup, celui qui a gagné le Hugo 1972, c'est Le monde du fleuve, ou en anglais To Your Scattered Bodies Go. Quelque chose qui a l'air d'être très 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 tiré par les cheveux, très un peu, j'ai pas envie de dire absurde, mais psychédélique. J'avais déjà tenté de lire un livre de Philippe Rosset-Farmer, qu'il avait écrit en commun avec, je ne sais plus, mais c'était The Capillars Question. Je l'avais pas terminé, parce que j'avais pas accroché de ouf, mais il faudrait que je le retente. C'est une sorte de... J'avais l'impression réécriture psychédélique d'Alice au Pays des Merveilles, qui est déjà très psychédélique, avec une touche de science-fiction. Mais du coup, le synopsis de ce roman, ils étaient morts et les voilà qui se réveillent au bord d'un fleuve sans fin. Tout ce que la Terre a porté d'être vivant est ressuscité, de toutes les époques et de tous les pays. Parmi eux, Richard Francis Burton, le célèbre explorateur britannique, ne se contente pas de vivre au jour le jour, mais cherche à découvrir la vérité derrière les apparences. Avec une poignée de ressuscités, il entreprend de remonter le fleuve jusqu'à sa source en quête de ceux qui ont construit ce monde étrange. Son périple sera émaillé de rencontres plus ou moins plaisantes, de découvertes majeures et de questionnements sans cesse renouvelés. Voilà pour le synopsis du coup du monde du fleuve. Donc ça a l'air d'être quelque chose d'assez profond, assez philosophique, des questions peut-être sur l'humanité. J'ai entendu, je sais plus exactement, mais un peu ce côté rencontrer peut-être des anciennes figures historiques. Si du coup tout ce qui a existé et est mort est sur ce fleuve, j'imagine qu'ils vont rencontrer des figures historiques et un peu les confronter. Et ce mystère du coup sur ce mort et cet après-vie, c'est quelque chose qui m'intrigue pas mal. Donc à voir si j'arriverai un peu à me rabibocher avec Philippe Rosset-Farmer. Ensuite, prochain livre, de nouveau elle revient, Ursula Le Guin, mais cette fois-ci avec Les Dépossédés. Deuxième, je pense, plus grosse œuvre de cette autrice, avec La main gauche de la nuit, et en fantaisie, Les Contes de Terre-Mère. Là, le synopsis du coup, deux mondes se font face, Anarès, peuplé 2 siècles plus tôt par des dissidents soucieux de créer une société utopique vraiment libre, même si le prix à payer est la pauvreté.
et Uras, qui a conservé la réputation d'un enfer en proie à la tyrannie, à la corruption et à la violence. Shevek, un physicien hors norme, a conscience que l'isolement d'Anarès condamne son monde à la sclérose, et, fort de son invention, l'Ancible, qui permettra une communication instantanée entre tous les peuples de l'écumène, il choisit de s'exiler sur Uras en espérant y trouver une solution. Donc, beaucoup entendu parler de ce roman par rapport à sa description de la dystopie et de l'utopie, de ces deux mondes qui se veulent plus ou moins utopiques, mais qui paraissent dystopiques à l'autre. Un qui est plutôt du coup anarchiste, peut-être pas communiste, je pense pas, mais en tout cas très anarchiste, très libre, mais du coup pauvre, et l'autre qui est beaucoup plus capitaliste, tyrannique, mais potentiellement plus riche ou plus développé technologiquement, je ne sais pas. Mais du coup, cette confrontation et ce point de vue sur l'utopie dont j'ai beaucoup entendu parler, j'ai hâte du coup de lire ce livre aussi. Après Les Dépossédés, on a La Grande Porte de Frédéric Paul ou Gateway. Frédéric Paul, vraiment un auteur dont j'entends quasiment pas parler dans le booktube francophone, comme la plupart en vrai de ces auteurs, hein, à part celui-là, Le Guin, et Fahrenheit 451, tous ceux dont je parle maintenant sont des auteurs dont je n'entends quasiment jamais parler, donc hâte de voir ce que ça donne aussi. Et La Grande Porte, Frédéric Paul, c'est un auteur qui m'intéresse énormément. Je vais tout de suite lire le synopsis. La Grande Porte, c'est un astéroïde construit par la très avancée civilisation des Hitchis. Ils ont disparu, les Hitchis, mais sur place sont restés des astronefs programmés pour se rendre un peu partout dans l'univers. Vénus de leur planète, bien polluée, des terriens s'embarquent, selon la destination, ce sera la fortune, la démence ou la mort, un risque. Broadhead est revenu, lui, est riche. Il vit à New York sous la grosse bulle protectrice et il séduit les filles en leur racontant Sirius Orion. Que souhaiter de plus? Et pourtant, chaque semaine, il court, anxieux, chez Siegfried von Schrink. Non, ce n'est pas un ami, c'est un ordinateur psychanalyste de son état. Je ne sais pas trop quoi penser de ça. J'ai entendu une review il n'y a pas très longtemps, ça me revient en tête, hein, au moment où je parle, on n'entend pas parler de ce livre. J'en ai entendu parler du coup sur la chaîne de Altaric, un TikToker, Instagrammeur qui fait beaucoup de shorts et qui parle pas mal de SF et de science-fiction et qui présente beaucoup de livres. C'est pas forcément ce à quoi je m'attendais avec le titre Gateway et la couverture. Je m'attendais peut-être à plutôt du space opéra, mais ça a l'air d'être au contraire quelque chose de très psychologique et peut-être l'impact qu'a eu ces voyages à travers ces portes ou ces astéroïdes. Hâte d'en voir plus, un de ceux qui m'intéressent le plus en tout cas et qui m'intrigue le plus. Ensuite, alors là, on va passer à un des plus gros classiques qu'on peut avoir. Le vainqueur du Locus Fantasy 78, le Silmarillion de du coup Tolkien, J.R.R. Tolkien. Il me semble que le Silmarillion, du coup, ça a été édité par son fils en mettant un peu les œuvres qui n'avaient pas été terminées, si je dis pas de bêtises. Bon, bah, c'est du Tolkien, c'est Le Seigneur des Anneaux, c'est très bien. À ma grande honte, je n'ai pas encore fini de lire Le Seigneur des Anneaux, j'ai juste lu La Communauté de l'Anneau, que j'avais bien aimé, et Le Hobbit que j'ai adoré. Donc j'ai hâte de lire la suite, et je vais lire tout de suite la première de couverture, hein, puisque ici c'est là. Le Silmarillion, il y a eu Eru, le premier, quand Arda on appelle Ilúvatar. Il créa d'abord les Ainur, les bénis, qu'il engendra de sa pensée, et ceux-là furent avec lui avant que nulle chose ne fût créée, et il leur quoi? Ah d'accord. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de suite? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas un synopsis, c'est vraiment le début du roman. Je connaissais pas ces éditions, enfin je les connais de vue, mais je les aime pas trop, j'ai trouvé assez moche. Mais en fait, c'est juste le début du roman, donc j'ai pas de synopsis, mais bon, bah voilà. Le Silmarillion, hein, un historique de ce que je sais de l'histoire de la Terre du Milieu. Du coup, bah, ça reste toujours intéressant, assez connu quand même pour être assez complexe et difficile à lire, donc peut-être pas un de ceux que j'attends le plus par rapport à ça, mais en tout cas j'ai hâte aussi de le lire comme la plupart de ces romans, je me répète. Après le Silmarillion, ça va être Titan de John Varley, que je n'ai pas sur moi, il est dans des cartons quelque part, mais je l'ai. Du coup, je vais vous lire le synopsis parce que je n'ai aucune idée de quoi parle ce roman. Je crois que je l'avais trouvé dans une boîte à livres un peu au hasard à l'époque. En 2025, ah, c'est
D'accord, c'est cette année, je savais pas du tout, c'est rigolo. En 2025, à bord du vaisseau spatial Le Seigneur des Anneaux, hein, une expédition scientifique partie pour collecter des renseignements sur les satellites naturels de Saturne découvre en orbite autour de la planète un satellite artificiel qui se révèle être un Thor de Stanford. Ok, donc je ne savais pas du tout ce que c'était. Ça a l'air d'être un petit space opéra, exploration, peut-être First Contact, je ne sais pas trop. J'avoue que c'est un de ceux dont je connais le moins et dont j'ai le moins entendu parler. Premier tome de la trilogie de Gaïa. J'ai oublié de le dire, mais c'est le vainqueur du Locus Science-Fiction 1960, pas du tout, 80, 1980. Donc voilà, je passe assez vite parce que je n'ai pas grand chose de plus à dire. Ensuite, le vainqueur du Locus Fantasy 81, Lord's Valentine Castle, par Robert Silverberg. Aucune idée de ce dont ça parle. Tout ce que je sais, c'est que Robert Silverberg est un auteur qui m'intéresse pas mal, dont j'entends peu parler, mais tous ceux qui l'ont lu semblent l'adorer et beaucoup l'aimer. Donc très intrigué. Pour le synopsis, je vais peut-être pas le lire en anglais, je vais aller en chercher un tout de suite sur internet. Donc du coup le synopsis, sur la planète géante de Magipour, Valentin est le coronel désigné. Il doit donc exercer le pouvoir suprême à la mort du président pontife, mais victime d'un complot, il se retrouve amnésique, errant sur les routes. Un synopsis assez court qui n'en révèle pas beaucoup plus, mais bon, hâte de voir ce que ça donne. Ça a gagné le Locus Fantasy, mais ça a quand même l'air d'être de la science fantasy ou un truc comme ça, parce que c'est quand même sur une planète, une autre planète, donc hâte, et on va voir. Ensuite, après Lord's Valentine Castle, un roman dont je vais peut-être pouvoir plus parler en tout cas, Fondation Foudroyée, le tome 4 du cycle de Fondation à la suite de la trilogie originelle, qui a gagné du coup le Hugo et le Locus Science-Fiction de 1983. Fondation, hein, qu'est-ce que c'est? C'est ce grand épique inspiré par la chute de l'Empire romain par Isaac Asimov, qui raconte comment la psychohistoire, hein, ce domaine scientifique mi-psychologique qui a pour but de prédire l'avenir basé sur des statistiques et l'étude des foules, du comportement des masses, comment certaines personnes, avec un plan, j'ai oublié le nom du scientifique de base, mais en gros, comment ils vont mettre en place un plan sur des centaines d'années pour réduire en fait cet âge de ténèbres et de conflits qui va suivre la chute de l'Empire de, il me semble, 10 000 ans à quelques milliers d'années ou quelque chose comme ça, enfin du coup le réduire drastiquement et préserver en fait les connaissances de l'humanité. Et ensuite va s'en suivre une suite d'histoires courtes qui montrent l'évolution de ce plan et l'évolution de cette société alors que l'Empire s'effondre. Et dans les tomes 2 et 3, Fondation et Empire et Seconde Fondation, comment ce conflit, on va dire, peut toucher un peu plus personnellement, j'ai trouvé, les gens, des points de vue plus restreints, un peu moins épiques et un peu plus centrés sur la lutte des gens et comment, au final, ce plan qui a pour but de sauver l'humanité peut réduire la vie de certaines personnes à un enfer ou les manipuler comme des marionnettes. Et est-ce qu'on a vraiment, au final, un libre arbitre au même titre que il peut y avoir des questionnements sur si Dieu existe ou si le destin existe, est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre? Est-ce que si tous nos mouvements sont prédits par la psychohistoire, est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre? C'est des thèmes que j'avais beaucoup aimés dans Fondation, et j'ai hâte de lire du coup Fondation Foudroyée, voir comment ça évolue. Après Fondation Foudroyée, on a Neuromancer, donc le neuromancien de William Gibson, qui a gagné le Nebula et le Hugo de 1985. Le neuromancien, hein, donc je l'avais commencé, je l'avais pas fini quand j'étais au lycée. Il y a même encore mon marque-page qui est une carte Magic. Donc je l'avais commencé. C'est un des plus grands classiques du cyberpunk, qui a posé beaucoup de bases, la matrice, tout ça, il me semble que ça vient de là. On suit de souvenir l'histoire d'un ancien hacker qui, suite à une bêtise, se retrouve déconnecté de la capacité d'entrer dans la matrice et donc de hacker et de faire ses bails de hacker. Et un jour, il est contacté pour un tout dernier boulot qui peut-être pourrait le sauver. Et s'ensuit ensuite l'histoire qui va avec. Je ne vais pas du coup en dire beaucoup plus, mais un des plus grands classiques du cyberpunk que j'ai très envie de lire et de finir parce que j'avais commencé et pas terminé. Donc cette fois, je vais le terminer.
Après Neuromancien, on a Ender's Game, ou la stratégie Ender de Orson Scott Card. Donc un des très gros classiques de la science-fiction. Lui, c'en est un qui revient très souvent dans le top des meilleurs livres de science-fiction de tous les temps, au même titre que Dune ou Fondation. D'ailleurs, je vais pas le mentionner, mais je l'ai aussi juste à côté de moi là, en français cette fois, le tome 2, La Voix des Morts, qui du coup a aussi gagné des prix. Le Ender's Game, du coup, le tome 1 qui a gagné, j'ai juste marqué 86, j'ai pas marqué qu'est-ce qu'il a gagné. Je vais regarder ça tout de suite. Du coup, ouais, il a gagné le Nebula de 85 et le Hugo de 86. Et la suite, du coup, Speaker for the Dead, La Voix des Morts, a gagné lui aussi le Nebula et le Hugo quand il est sorti. Donc, comme j'ai dit, si jamais je n'aime pas Ender's Game, je ne vais pas forcément lire la suite, mais il n'y a pas de raison que j'aime pas. Le synopsis, je l'ai pas forcément sous les yeux, en tout cas je l'ai en anglais, mais je sais que c'est une histoire de science-fiction militaire dans lequel Ender, qui est un jeune garçon, fait partie d'un groupe de jeunes garçons, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, garçons ou filles, je sais pas, qui sont en gros des enfants et qui sont élevés dès leur plus jeune âge à devenir des génies militaires afin d'affronter une grande menace qui pèse sur l'humanité. Donc, curieux. C'est pas un de ceux qui me hype le plus, je ne sais pas trop pourquoi, je vaille pas forcément énormément avec le pitch que j'ai de ce livre, mais on verra ce que ça donne quand même. Ensuite, vainqueur du Locus de Fantasy de 88, le 7e fils d'Orson Scott Card. Alors là, c'est une intégrale du coup de la première trilogie que j'ai, avec le 7e fils, le Prophète Rouge et l'Apprenti, qui ont tous les trois, il me semble, gagné le Locus Fantasy, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas ils ont gagné des prix. Donc voilà, il y a les trois en un, mais du coup je vais au moins tenter de lire le premier et on verra pour la suite. Pour le synopsis, Orson Scott Card du coup qui est Orson Scott Card du coup qui est très connu pour avoir écrit entre autres Ender's Game, mais du coup il a fait un peu de fantasy. Et pour le synopsis, au bord de la rivière Atrak, près des forêts profondes où règne l'homme rouge, un enfant va naître en des circonstances tragiques. Un enfant au destin exceptionnel, 7e fils d'un 7e fils, il détiendra, dit-on, les immenses pouvoirs d'un faiseur. Si les forces du mal ne parviennent pas à le détruire, car il existe un autre pouvoir, obscur, prêt à tout pour l'empêcher de vivre et de grandir. Nous sommes dans les années 1800 sur la terre des pionniers américains, mais dans ce monde parallèle opèrent charmes et sortilèges. On y possède des talents à la dimension de pouvoir et des ombres de présence bienveillantes ou maléfiques rôdent dans la nature. Un récit magique et flamboyant où l'enjeu n'est rien moins que le destin du monde. Rien que ça. Donc voilà. Je ne vais pas énormément forcément avec celui-là. C'est un gros classique, Orson Scott Card aussi qui est un grand auteur, mais dont j'entends très peu parler en soi. Et comme vous avez vu, c'est de la fantasy qui se passe dans les années 1800 en Amérique. Donc c'est pas forcément le genre de setting qu'on a vraiment l'habitude de voir. Donc c'est un peu intriguant. J'aime pas trop en général l'Amérique, surtout dans ces années-là, en termes de livres et de places où se déroulent des histoires. Mais du coup, pourquoi pas voir cette espèce d'Amérique un petit peu enchanteresse et un petit peu magique. Ensuite, alors là on part sur un autre immense classique que je n'ai pas encore lu, le vainqueur du Hugo et du Locus des années 90 et dont les suites ont aussi eu plein de prix que je ne vais pas réciter là parce qu'il y en a vraiment trop, mais je parle bien évidemment d'Hyperion de Dan Simmons. Pareil, hein, lui, pour le coup, quand on parle des meilleurs livres de science-fiction de tous les temps, quand les gens font leur top de leurs meilleurs livres de science-fiction, il revient quasiment à chaque fois. Un livre qui a été vendu comme prenant la forme des Canterbury Tales, je ne sais pas du tout comment il s'appelle en français ce bouquin, mais du coup une histoire où en fait plusieurs personnages se retrouvent autour d'un feu de camp et vont raconter leur histoire. Et ici, ils racontent tous leur histoire et pourquoi ils viennent chercher cette entité qui s'appelle le Shriek. Sur Vallette Hyperion. Alors je vois ici que du coup le Shriek en anglais s'appelle le Gritch en français. Donc voilà, c'est à peu près le pitch du roman. J'en sais pas beaucoup plus, je sais juste qu'il est apparemment super bien écrit, très profond, et que chacun des récits mélange des genres dans tous les sens, science-fiction philosophique, de l'historique, de la romance, plein de... Enfin, de ce que j'ai entendu parler, il y a de tout là-dedans. Si un genre existe, il existe dans Hyperion.
Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et quel est ce fameux Shriek ou Gritch dont j'entends parler depuis si longtemps. Donc comme je l'ai dit, Hyperion qui a eu plein de suites, qui a aussi gagné des awards dont je ne vais pas parler plus loin. Après Hyperion, on a le grand livre ou The Doomsday Book par Connie Willis. J'en connais très peu, je sais juste que Connie Willis, c'est une autrice qui a aussi gagné pas mal de titres. Je sais qu'il y a, je les ai pas, mais il y a To Say Nothing of the Dog qui a aussi gagné des prix. Je crois que All Clear Blackout, qui sont deux livres, qui est un diptyque du coup, ont aussi gagné des prix chacun. Mais du coup, Connie Willis, le grand livre, de quoi ça parle? Quoi de plus naturel au XXIe siècle que d'utiliser des transmetteurs temporels pour envoyer des historiens vérifier sur place les idées qu'ils se font du passé? Kivrin Engel, elle, a choisi l'an 1320 afin d'étudier les us et coutumes de cette époque fascinante qu'aucun de ses contemporains n'a encore visité, le Moyen-Âge. Le grand jour est arrivé, tous sont venus assister au départ. Gilchrist, le directeur d'études de Kivrin, l'archéologue Lup Montoya, le docteur Arens, sans oublier ce bon professeur Dunworthy, qui la trouve trop jeune et inexpérimentée pour se lancer dans pareille aventure et qui s'inquiète tant pour elle. Ses craintes sont ridicules, le professeur Gilchrist a tout prévu, tout, mais pas le pire. Voilà, je n'en sais pas plus, ça a l'air d'être assez intéressant jusque-là, je ne savais même pas de quoi ça parlait, je découvre que ça parle du coup de voyage dans le temps, un aspect de la science-fiction que je lis très peu et qui ne m'intéresse pas de ouf en général, mais bon, ça pourrait être intéressant d'en lire un pour voir un peu ce que ça donne, et a priori un des meilleurs, puisqu'il a gagné le Nebula, le Hugo et le Locus de 1993, donc il a fait le grand rafle des trois prix, et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Ensuite, le prochain livre qui me hype énormément parce que je sais qu'un YouTuber que je suivais pendant longtemps qui s'appelle Media Death Cult, qui parle beaucoup de science-fiction, avait pendant longtemps, il me semble, mis ce livre dans son top de ses romans de science-fiction préférés et notamment son meilleur livre pendant un temps. C'est Un feu sur l'abîme de Werner Vinge, A Fire Upon the Deep en anglais. Il a gagné le Hugo 93, ainsi que sa suite Au Tréfonds du ciel, qui a gagné en 2000, il me semble, le prix Hugo aussi, j'ai pas noté, mais il a gagné un prix. Je sais que c'est une science-fiction assez dure, avec des concepts assez intéressants sur le fait que plus on s'éloigne du centre de l'univers, moins la technologie peut avancer, et du coup, ça rend un peu impossible cette expansion. Ou alors c'est l'inverse. Je vais lire le synopsis et on verra si c'est l'inverse. L'expédition stromienne est tombée sur un trésor aux confins de la galaxie, une mine de programmes inconnus dans les archives d'une civilisation disparue. Mais en l'explorant, elle éveille une perversion, une intelligence artificielle qui ne songe qu'à soumettre et à détruire toutes les civilisations, toutes les formes de vie. Deux enfants parviennent à s'échapper, ils emportent avec eux le seul remède possible, mais ils sont incapables de diriger leur navire. Werner Vinge nous donne ici le plus fabuleux space opéra de ces dernières années qui a obtenu le très convoité prix Hugo. Donc je crois que c'est l'inverse, effectivement, ils l'ont pas dit, mais il me semble que c'est l'inverse. Et plus on se rapproche du coup du centre de la galaxie, plus il y a cette espèce de... il me semble que ça s'appelle une... Ouais, j'ai plus le nom, mais en tout cas, il y a ce phénomène qui fait que plus on s'approche du centre de la galaxie, moins la technologie peut fonctionner, plus la connaissance et l'intelligence peut se développer. Et du coup, j'ai hâte de voir ça, ce que ça va donner. Ensuite, après, on a Mars la Rouge par Kim Stanley Robinson, qui a gagné en 1994 le prix Nebula, mais aussi, je les ai juste à côté, ses suites, Mars la Bleue, qui a gagné le prix Hugo et le prix Locus Science-Fiction en 1994, et Mars la Verte, le troisième tome de la trilogie, qui a gagné le prix Hugo et Locus Science-Fiction aussi en 1997. Donc on est sur une trilogie qui a chacun gagné des prix, pas tous, mais quand même le prix Nebula pour le tome 1 et le prix Hugo et Locus Science-Fiction pour les deux autres. C'est pas rien. J'ai entendu parler de cette trilogie qui est quand même une grosse trilogie de hard SF assez compliquée. Donc c'est peut-être pas un de ceux que je vais lire le plus tôt, mais ça m'intéresse quand même. Et le pitch du coup de cette trilogie et de ce roman, c'est: ils sont arrivés sur Mars la Rouge. Leur but, recommencer l'histoire dans un décor nouveau. Bâtir un monde neuf, en rupture avec la Terre déliquescente qu'ils ont quittée.
Sous le leadership de 2 Américains et d'une Russe, les colons s'attaquent à l'installation sur la planète des infrastructures de base. Il faut descendre dans les canyons vertigineux pour y chercher de la glace, ensemencer les vallées où coulèrent les fleuves il y a des millions d'années. Il faut inventer de nouvelles villes avec des matériaux et des concepts innovants, et il faut faire vite car les immigrants arrivent de plus en plus nombreux en provenance d'une terre surpeuplée. Le rêve sombrera-t-il dans le chaos? Donc ce récit sur la colonisation et la terraformation de Mars. Très intéressant, j'aime beaucoup ce genre d'histoire, j'en ai pas lu beaucoup. Je sais que c'est ce qui m'avait notamment intéressé dans Rendez-vous avec Rama, un peu voir comment ces différentes colonies à la base qui ont pu se développer différemment en s'éloignant de la Terre. Donc voilà. Ensuite, on continue avec Le Trône de Fer de George R. R. Martin qui a gagné le Locus Fantasy 97. Ça m'embête un peu parce que je ne comptais pas lire ça parce que ce n'est pas fini et que je n'ai pas envie de lire des trucs pas finis. Donc surtout avec George R. R. Martin qui passe son temps à promettre qu'il écrit et qu'il avance et qu'au final rien ne sort. Donc à voir, peut-être que je tenterai en me disant que je lirai pas la suite, ou alors je ferai une exception et je ne lirai pas celui-là, je ne sais pas encore. Je pense que je le lirai quand même au moins parce que, pour dire que j'ai quand même lu Game of Thrones, parce que ça reste un des plus grands classiques et qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent malgré le fait que ce ne soit pas fini, mais j'y vais avec beaucoup d'appréhension. J'ai un peu accéléré parce que je vois qu'on est déjà à 42 minutes, là où j'en suis, peut-être un peu moins avec le montage, mais on va accélérer. Ensuite, le moment où je déteste le Locus, en plus de Game of Thrones juste avant, le Cryptonomicon de Neal Stephenson. Un gros bouquin de hard SF, Neal Stephenson qui est très connu pour faire des romans apparemment très compliqués, des gros pavés, et ça ne sera pas le seul, évidemment, merci le Locus. Cryptonomicon qui est quand même un énorme classique et qui a beaucoup influencé notre monde, puisque de ce dont j'ai entendu parler, c'est de là que vient le concept de crypto-monnaie. Il a la première fois été apparu et développé réellement là-dedans. Il y a peut-être eu des choses qui s'y apparentaient avant, je ne sais pas, mais en tout cas, la crypto-monnaie telle qu'on la conçoit actuellement viendrait de ce roman, le Cryptonomicon, du coup, de Neal Stephenson. Du coup, pour le synopsis du Cryptonomicon, 2 histoires principales sont contées en parallèle. L'une porte sur des cryptanalystes qui œuvrent durant la Seconde Guerre mondiale pour casser les codes secrets de l'Axe. La seconde se passe à une époque proche de la nôtre, un groupe d'informaticiens amateurs de cryptographie voulant mettre en place un paradis informatique virtuel. Ils veulent également utiliser la cryptographie afin de créer une monnaie électronique. Donc voilà, hein, le concept de crypto-monnaie est bien expliqué là-dedans. Donc j'ai hâte de voir comment ça va être mis en place et à quel point il est difficile ou pas. Cryptonomicon, c'est peut-être pas celui qui est le plus vendu comme étant très difficile. Celui qui est le plus vendu comme étant très difficile va arriver un peu plus tard. Ensuite, vous pensiez qu'elle avait fini et qu'on ne la reverrait pas? Eh bien non, Ursula Le Guin qui revient avec le Didaka, The Telling en anglais. J'ai aucune idée de quoi ça parle, c'est un des rares de Ursula Le Guin que je ne connais pas, dont je n'ai pas entendu parler de qui que ce soit. Donc, le synopsis, Sooty, l'indienne, est envoyée par la Confédération Galactique sur une planète récemment contactée, Aka. Aka connaît un équilibre fragile, la découverte de l'existence d'une civilisation galactique, l'écumène, a tiré Aka de sa culture demeurée statique depuis des millénaires. Une société furieusement scientiste a entrepris de rattraper ce qu'elle tient pour son retard et elle est allée jusqu'à éradiquer les anciens contes et livres, vecteurs de superstition selon ses dirigeants. Sooty elle-même vient de la Terre, un monde qui a connu une violente réaction fondamentaliste et anti-scientifique dont il s'extrait à peine. Peut-être pour cette raison est-elle la mieux placée pour retrouver et sauver ce qui pourrait l'être de la vieille culture contenue dans le Didaka et réconcilier le passé et l'avenir. Donc un récit visiblement qui met en avant ce côté, l'importance du passé et de la culture en fait des pays, malgré le fait que peut-être une autre société peut arriver avec une technologie avancée, une technologie supérieure. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de devoir raser tout ce qui faisait l'identité de cette culture? Ça va à peine parler de la colonisation, je pense, dis donc. Voilà. Donc Ursula Le Guin a probablement un excellent livre. Pardon, j'ai oublié de le dire, mais du coup, le Didaka qui a gagné le prix du meilleur roman de science-fiction en 2001 par le Locus. Ensuite, on a Spin de Robert Charles Wilson. J'ai un peu oublié de quoi ça parle, j'en avais pas entendu parler pendant un certain temps, il y a pas mal de gens qui en parlaient, et maintenant ça fait un moment que c'est pas revenu, donc je vais tout de suite enchaîner avec la 4e de couverture.
Une nuit d'octobre, Tyler Dupree, 12 ans, et ses deux meilleurs amis Jason et Diane Lawton, 14 ans, assistent à la disparition soudaine des étoiles. Bientôt, l'humanité s'aperçoit que la Terre est entourée d'une barrière à l'extérieur de laquelle le temps s'écoule des millions de fois plus vite. La Lune a disparu, le Soleil est un simulacre, les satellites artificiels sont retombés sur Terre, mais le plus grave, c'est qu'à la vitesse à laquelle vieillit désormais le véritable Soleil, l'humanité n'a plus que quelques décennies à vivre. Qui a emprisonné la Terre derrière le bouclier d'octobre? Et s'il s'agit d'extraterrestres, pourquoi ont-ils agi ainsi? Le synopsis dit tout en lui-même. Hein. Très intéressé par comprendre en fait quel est ce mystère derrière cet enfermement de la Terre et les conséquences que va avoir cet isolement. J'imagine que ça va être quelque chose d'assez assez personnel au niveau du récit, je pense. Voir comment réagissent les gens, la panique sur le fait que il ne reste plus que quelques décennies à vivre si on n'arrive pas à sauver la Terre. Ça doit être assez intelligent, c'est une trilogie à la base. Et du coup, Spin a gagné le Hugo de 2006. Ensuite, donc, je vais vous parler de Neil Stephenson et de ses gigapavés compliqués. Anathème qui a gagné le prix Locus Science-Fiction de 2009, parce que le Locus a toujours décidé de m'embêter. Donc celui-là, Anathème, c'est vraiment celui qui est considéré comme un des plus complexes de ce dont j'ai entendu parler, en tout cas de Neil Stephenson. C'est un gros pavé, encore une fois. Il y a des petites notes que j'ai gardées, que j'ai pas enlevées, qui devaient être le marque-page de la personne qui l'a lu avant moi. Donc je l'ai gardé parce que je trouve ça rigolo de voir un peu ces histoires de là où s'étaient arrêtés les gens. Et visiblement, on ne l'avait pas fini alors qu'il était si proche du but. De quoi ça parle, Anathème? Dans un monde où les mathématiciens et les philosophes se sont reclus dans des minsters, des sanctuaires fonctionnant à la manière d'un monastère, Fra Erasmas est un jeune chercheur de la congrégation de Sont Edar. Peu de temps avant l'ouverture des portes de leur communauté, ayant lieu tous les 10 ans, l'observatoire du mystère se retrouve être condamné par l'ordre de l'Inquisition. Il s'ensuit toute une recherche de ce qui a pu pousser l'Inquisition à prendre une telle mesure qui conduira Fra Erasmas ainsi que ses collègues à quitter Sont Edar afin de travailler avec d'autres mystères pour comprendre ce qu'il y a dans le ciel. Qu'y a-t-il dans le ciel? Je ne sais pas, mais en tout cas, du coup, je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi il est aussi compliqué. J'imagine que je le comprendrai ou pas en le lisant. Mais ouais, une histoire sur peut-être un retour à l'anti-scientifisme, ou je ne sais pas comment on dit ça, retour à des âges de ténèbres peut-être. Ça a l'air assez intéressant maintenant que je vois un peu de quoi ça parle. Très curieux, très curieux. On va peut-être pas dire tout de suite parce que c'est un giga pavé et que j'ai d'autres plans de lecture avant, mais il remonte dans ma liste. Allez, bientôt la fin alors qu'on atteint les 50 minutes. Peut-être que je finirai par couper cette vidéo en deux, je ne sais pas. Après Anathème, on a La fille automate de Paolo Bacigalupi qui a gagné en 2010 le prix Nebula, le prix Hugo en 2010, le prix Locus en 2010 pour le premier roman. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais je le vois écrit donc je le dis à ce moment-là. Et le prix Nebula en 2009. Je l'avais commencé lui aussi, je ne l'avais pas fini. J'ai été happé par une autre lecture, mais je vais faire je vais lire tout de suite la 4e de couverture. Dans un futur proche où le tarissement des énergies fossiles a radicalement modifié la géopolitique mondiale, la maîtrise de la bio-ingénierie est devenue le nerf de guerre industrielle. La maîtrise de la bio-ingénierie est devenue le nerf d'une guerre industrielle sans merci. Anderson Lake travaille à Bangkok pour le compte d'un géant américain de l'agroalimentaire. Il arpente les marchés à la recherche de souches locales au cœur de bien des enjeux. Son chemin croise celui d'Emiko, la fille automate, une créature étrange et belle, créée de toutes pièces pour satisfaire les caprices décadents des puissants qui la possèdent, mais désormais sans plus d'attache. Bon, bah, une histoire encore d'IA, une histoire avec une entité informatique, avec un androïde ou un robot qui potentiellement peut-être a pris une conscience, a développé une intelligence et comment elle est traitée par sa société, comment ce personnage principal du coup va interagir avec elle, des thèmes que j'adore, hein. On peut le voir avec Vivi Fluorite Song, avec Dogs of War, avec ceux dont j'ai parlé. Celui-là ne fait pas exception, il m'intrigue beaucoup, notamment avec ce côté peut-être commentaire un peu plus critique du capitalisme. Après La fille automate, là c'est Ancillary Justice, je crois que c'est la justice de l'ancillaire en français.
que j'ai en e-book, donc je ne l'ai pas sur moi, qui a gagné le prix Nebula et Hugo 2014. Ses suites ont aussi gagné le prix Locus SF en 2015 et 2016 respectivement. Donc de quoi ça parle la justice de l'Ancillaire? Rien ne peut arrêter l'expansion de l'Empire Rajshai. Chaque annexion fournit des armées supplémentaires, les Ancillaires, des captifs à la conscience détruite changés en troupes de choc, des marionnettes animées par l'intelligence artificielle des vaisseaux de guerre de l'Empire. Je savais que ça parlait d'intelligence artificielle justement et de ces vaisseaux en fait qui sont un peu conscients et intelligents. J'en sais pas beaucoup plus, donc hâte de lire ça. Je vais passer à la suite parce que j'ai pas grand chose de plus à dire sur celui-là. Ensuite, on a l'éveil du Léviathan que j'ai pas sur moi mais qui est quelque part, qui lui n'a pas gagné de prix, mais c'est sa suite, La Porte d'Abaddon, qui a gagné le Locus Science-Fiction en 2014. Donc The Expanse, ce space opéra assez épique, où il me semble que c'est une histoire sur cette humanité qui s'est étendue à travers les planètes et qui du coup rentre en conflit avec les unes et les autres et ses potentielles indépendances par rapport à la Terre. C'est ce qui un peu comme avec Mars, la Rouge, ou ce dont je parlais dans Rendez-vous avec Rama. Ça m'intrigue pas mal de voir ce que ça donne. J'ai pas regardé la série qui apparemment est très très bonne. J'attends de lire le livre avant. Mais du coup, hâte de tester The Expanse. Et pour le synopsis, dans un futur non daté, le système solaire a été colonisé par l'humanité. La ceinture d'astéroïdes compte de nombreuses stations minières dédiées à l'extraction de minerais nécessaires à l'industrie de l'ensemble du système solaire, en particulier pour les deux grandes puissances, Mars et la Terre. Les habitants de la ceinture, les ceinturiens, aspirent à l'indépendance. Ils sont soutenus par l'Alliance des planètes extérieures, organisation semi-clandestine qualifiée de terroriste par l'Alliance Terre-Mars. Donc voilà, c'est ça, hein, un gros space opéra politique entre les différentes colonies et les différents habitants du système solaire. Ça m'a l'air tout à fait intéressant et très intriguant. Je me répète beaucoup, mais bon, tous ces livres sont intéressants, intrigants, et j'ai hâte de les lire, forcément. Donc je vais essayer d'arrêter de combler alors qu'on arrive sur la fin, et avec le gagnant du World Fantasy Award, donc le seul que j'ai déjà en e-book, en 2018. Tous ceux qui suivent sur Booktube n'ont pas pu passer à côté, puisqu'il devient le favori de tout le monde. Je parle bien évidemment de Jade City, donc la cité de Jade de Fondali. De quoi ça parle? Je sais que ça a été comparé beaucoup à Le Parrain, un côté très mafieux avec une fantaisie du coup située dans un endroit un peu plus moderne. Et pour le synopsis, alors je ne l'ai pas sur moi donc hop là, la famille est un devoir, la magie est un pouvoir, l'honneur est primordial. Bienvenue dans la fabuleuse ville de Janmoon. Mais attention, derrière la beauté de la capitale de l'île de Kekon se cache une dangereuse réalité, celle d'une ville déchirée entre deux clans qui s'affrontent pour le contrôle de la cité et du jade. Cette pierre précieuse et magique qu'on ne trouve que dans les mines de l'île permet au guerrier qui la porte d'amplifier ses capacités, faisant de lui une véritable arme de guerre. Voilà pour le synopsis. Étonnamment, pas celui qui me hype le plus. Je sais pas pourquoi, malgré le fait que tout le monde l'adore, je ne vaille pas avec. Peut-être parce que je suis moins fan de ces fantaisies un peu plus modernes, un peu plus urban fantasy. Et le côté mafia, guerre de clans, c'est pas non plus un truc. C'est pas non plus un truc qui m'intéresse de ouf. Mais bon, je verrai ce que ça donne et peut-être qu'il deviendra aussi un de mes favoris. Et enfin, pour finir avec ceux que j'ai déjà, on a Un souvenir nommé Empire de Arkady Martin, qui a gagné le prix Hugo en 2020, donc c'est le plus récent que j'ai, et sa suite, que je n'ai pas encore, mais Une désolation nommée P, qui a gagné le prix Hugo et Locus Science-Fiction en 2022. Donc on est vraiment sur le plus proche possible de ce que j'ai actuellement. De quoi ça parle? Iskandre, l'ambassadeur de l'Slel. Les noms, je fais une pause là, c'est quoi ces noms? Donc je disais, Iskandre, l'ambassadeur de l'Slel, en poste dans la capitale de l'Empire Teixkalanli, est mort. Sa remplaçante, la jeune Maït Dzmar, part avec un handicap. La puce mémorielle censée lui fournir tous les souvenirs de son prédécesseur est défectueuse, la laissant démunie face à une société complexe dont elle a du mal à appréhender les codes. Elle peut cependant compter sur l'aide des trois Posidonies, sa chargée de liaison pleine de ressources pour la guider parmi les intrigues et les shoestraps de la politique Teixkalanli. Mais plusieurs questions demeurent. Qui a tué Iskandre et pourquoi risque-t-elle de subir le même sort? Ok, une fantaisie une science-fiction assez politique, visiblement,
peut-être un peu science fantasy, je ne sais pas trop. Je suis très intrigué de voir ce que ça donne, j'en sais pas plus. Je sais que les gens qui l'ont lu l'ont bien aimé. Les noms ont l'air d'avoir, même s'ils sont durs à prononcer, des consonances un peu, je sais pas, Iskandre ou Iskander, ça fait très nordique. Teixkalan, ça fait très maya, un cas, c'est amérindien. Donc, à voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est tout pour les bouquins que j'avais, et je voulais aussi faire vite fait des petites mentions pour ceux que je n'ai pas mais qui me hype le plus et ceux que je redoute. Je vais pas faire de synopsis pour eux, mais n'hésitez pas à me dire si vous les connaissez, si ils sont aussi bien qu'ils ont l'air. Mais du coup, rapidement, on a The Forgotten Beast of Eld par Patricia A. McKillip, la magicienne de la forêt d'Eld en français. De la fantaisie qui apparemment est très enchanteresse, très merveilleuse, qui a été décrit comme lire un rêve. Ça m'intrigue énormément. Vainqueur du World Fantasy Award en 75. Ensuite, on a Boy's Life de Robert McCammon, Zephyr Alabama en français, gagnant du World Fantasy Award 92. Énormément encensé, beaucoup de gens ont adoré Robert McCammon, qui est vendu comme quelqu'un d'assez, un excellent auteur, notamment par Mike's Book Reviews, qui est, je pense, le booktuber que je suis le plus. Ensuite, on a A Case of Conscience de James Blish, pardon. Un cas de conscience en français qui a gagné le Hugo en 59. Pareil, c'est un de ces romans dont peu de gens parlent, mais qui revient très souvent comme un des plus grands classiques pour ceux qui l'ont lu. On a ensuite Stranger in a Strange Land, donc En Terre étrangère en français, qui a gagné le prix Hugo en 62, et The Moon is a Harsh Mistress, qui Révolte sur la Lune en français, qui a gagné le Hugo 67. Ces deux romans qui ont été écrits par Robert Heinlein. Robert Heinlein qui est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé Starship Troopers, et du coup j'ai hâte de lire ces deux autres plus gros classiques et le reste de la collection. Ensuite, Down Below Station de C.J. Cherryh et Sightin de C.J. Cherryh, qui ont gagné respectivement le Hugo en 82 et le Hugo en 89. C.J. Cherryh, c'est une autrice que j'ai beaucoup envie de lire, j'ai envie de lire plus d'autrices, et celle-là en particulier m'intrigue beaucoup. J'ai une partie de ses romans de fantasy, Fortress, il me semble que s'appelle cette série, mais du coup Sightin et Down Below Station, c'est deux autres de ses plus gros romans de SF dont j'ai entendu parler et que j'ai envie de lire et qui ont gagné du coup les awards. Pour ceux que je redoute, il y en a trois. La 5e saison et la trilogie entière, parce qu'il me semble qu'elle a gagné, la trilogie, chacun des tomes a gagné le prix Hugo. Je ne sais pas pourquoi, ça m'attire pas du tout, ça me repousse même un peu. Notamment, apparemment, c'est écrit à la seconde personne. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai très peur. Babel de R.F. Kuang, que j'appréhende un peu, parce que j'avais lu The Poppy War, que je n'avais pas aimé du tout. Et Kafka sur le rivage, Babel qui avait gagné le prix Locus Fantasy en 2023, et Kafka sur le rivage d'Haruki Murakami qui avait gagné le World Fantasy Award en 2006. Je n'aime pas Murakami, donc j'avais prévu de ne jamais relire Murakami. Peut-être que je vais devoir me forcer, ou je ferai une exception pour celui-là. Je pense que je tenterai quand même. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo sur mon défi de lire les awards majeurs de la science-fiction et de la fantasy, et la présentation du coup des romans que j'ai. Je ne sais pas si j'aurais coupé cette vidéo en deux ou pas après, parce qu'elle commence à être un peu longue. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ce format de présentation des livres, pourquoi j'aurais envie de le lire, ce que j'en ai entendu parler, et une petite lecture du synopsis, parce que forcément, j'ai pas énormément de choses à dire, vu que je n'ai pas lu ces livres et que je ne les connais pas plus que ça pour certains. Mais si ce format vous plaît et vous permet aussi de découvrir certaines œuvres et vous donne envie de les lire en écoutant leur synopsis, n'hésitez pas à me dire, et peut-être que je reprendrai un peu le même format pour continuer de présenter la suite de cette armoire à lire. Et je vous dis moi à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et tout le tintouin. À la prochaine.